Brotiosité.net, suite des contes Grand 4 d'Octave Mirbeau, pour Monsieur Lépine. Louis Lépine, 1846-1933, est préfet de police de Paris depuis 1893. L'avenue de Clichy, à 1 heure de la nuit. Il pleut. La boue grasse du pavé rend la marche difficile et glissante. L'avenue est presque déserte. De rares passants passent la figure, enfouis dans les collets relevés des paletots. De rares fiacres roulent à vide, ou bien emportent on ne sait quoi vers on ne sait où. De rares femmes arpentent les trottoirs qui luisent comme des pâles lumières sous la lune. « Monsieur, monsieur, venez chez moi !» appels mêlés de jurons obscènes et de menaces, puis des silences et des fuites et des retours. Cela vient, tourne, s'efface, disparaît, revient et s'abat, ainsi que des corbeaux sur un champ où il y a une charogne. De place en place, il ne reste d'ouvert que des boutiques de marchands de vin, dont les devantures allumées trouent de clarté jaune la masse sombre des maisons endormies. Et des odeurs d'alcool et de musc, crime et prostitution, circulent dans l'air par bouffées fraternelles. « Monsieur, monsieur, venez chez moi !» Depuis 5 minutes, une femme me suit, que je ne vois pas et dont j'entends seulement, derrière moi, le piétinement obstiné et la voix qui chuchote ce monotone et suppliant refrain. « Monsieur, monsieur, venez chez moi !» Je m'arrête sous un réverbère. La femme aussi s'arrête, mais en dehors du rayonnement lumineux, je puis néanmoins l'examiner. Elle n'est point belle, ah non, ni tentante, et elle repousse de toute la distance de son avrement l'idée du péché. Car le péché, c'est de la joie, de la soie, du parfum, et des bouches fardées, et des yeux en délire, et des cheveux teints, et de la chair parée comme un autel, lavée comme un calice, peinte comme une idole. Et c'est aussi de la tristesse riche, du dégoût opulent, du mensonge somptueux, de l'ordure en or et en perles. Elle n'a rien de tel à m'offrir, la malheureuse. Vieille de misère plus que d'âge, flétrie par la faim ou les lourdes ivresses cuvées dans les bouges, déformée par l'effroyable labeur de son tragique métier, obligée, sous la menace du coup de couteau, de marcher toujours dans la nuit vers le désir qui rôde et qui cherche, renvoyée du souteneur qui la dépouille au policier qui la rançonne, du garni à la prison, elle est douloureuse à voir. Un léger caraco de laine noire recouvre sa poitrine. Des jupons boueux lui battent aux jambes. Un immense chapeau la coiffe, dont les plumes fondent sous la pluie, et sur son ventre, elle tient, ses mains croisées, 2 pauvres mains rougies de froid. Oh, pas obscène, 2 pauvres mains maladroites et doueuses que d'antiques mitaines gantent jusqu'aux doigts. N'était l'heure et le lieu, et l'accent de son appel, je la prendrai pour quelque servante, sans place, et non pour une rôdeuse de trottoir. Sans doute, elle se méfie de sa laideur. Elle a conscience du peu de volupté qu'offre son corps, car elle s'efface de plus en plus sous mon regard. Elle interpose des ténèbres entre son visage et moi, et, semblant demander l'aumône, plutôt que d'offrir du plaisir, c'est d'une voix timide, tremblante, presque honteuse, qu'elle répète. « Monsieur, monsieur, venez chez moi. Monsieur, je ferai tout ce que vous voudrez. Monsieur, monsieur !» Comme je ne réponds pas, non par dégoût ni dédain, mais parce que, dans l'instant même, je regarde avec compassion un collier de corail qui lui entoure le cou d'une ligne rouge, sinistrement, elle ajoute tout bas, sur un ton de plus douloureuse imploration, « Monsieur, si vous aimez mieux, monsieur, j'ai chez moi une petite fille. Elle a 13 ans, monsieur, et elle est très gentille, et elle connaît les hommes comme une femme. Monsieur, monsieur, je vous en prie, venez chez moi, monsieur, monsieur. » Je lui demande, « Où demeures-tu » Et vivement, me désignant une rue en face qui s'ouvre sur l'avenue, en mâchoire d'ombre, en gueule de gouffre, elle répond, « Tout près, tenez, là, à 2 pas d'ici. Vous serez bien content, allez. » Elle traverse la chaussée, courant pour ne pas donner à ma réflexion le temps de changer à ce qu'elle croit être mon désir, le temps de se glacer. Je la suis. Ah, la pauvre diablesse! À chaque pas qu'elle fait, elle retourne la tête, afin de bien s'assurer que je ne suis pas parti, et elle sautille dans les flaques, énorme et ronde, comme un monstrueux crapaud. Des hommes qui sortent d'un cabaret l'insultent en passant. Nous nous engouffrons dans la rue, elle devant, moi derrière, nous marchons
vers quelque chose de plus en plus noir. C'est là, fait la femme. Tu vois que je ne t'ai pas menti. Elle pousse une porte seulement entrebâillée. Au fond d'un couloir étroit, une petite lampe à pétrole dont la mèche fume et vacille fait s'agiter sur les murs des lueurs de crime, des ombres de mort. Nous entrons. Mes pieds foulent des choses molles, mes bras frôlent des choses visqueuses. « Attends un peu, mon chéri, l'escalier est si traître. » L'assurance l'a reprise. Elle comprend qu'elle ne doit plus s'humilier, qu'elle n'est peut-être plus si laide puisque je suis là, qu'elle me tient, qu'elle a conquis, ramené un homme qu'il s'agit de garder par des mots de caresse, d'exciter à la générosité par des promesses d'amour. D'amour. Je ne suis plus le monsieur hésitant qu'elle implorait tout à l'heure. Je suis le chéri, l'aubaine attendue, celui qui apporte peut-être de quoi manger pour le lendemain, ou de quoi se payer la crapuleuse ivresse, par quoi la faim s'oublie, et tout, et tout, et tout. Elle allume un bougeoir à la flamme tordue de la lampe et, m'indiquant le chemin, elle me précède dans l'escalier. L'ascension est rude. La malheureuse monte avec peine, avec effort. Elle souffle, siffle et râle. De sa main libre, elle soutient son ventre qui la gêne, qui la pèse, dont elle ne sait que faire, comme un paquet trop lourd. « Ne t'impatiente pas, chérie, c'est au deuxième. » Et la rampe est gluante. Les murs suintent et suppurent, les marches de bois craquent sous les pieds. Il faut raffermir son estomac contre les nausées que soulèvent d'intolérables odeurs de boue, ramenées avec les hommes de crasse dont l'humidité exaspère la virulence, de déjections mal closes. Sur les paliers, à travers les portes, on entend des voix qui rient, qui crient, qui prient, des voix qui marchandent, qui menacent, qui exigent, des voix obscènes, des voix saoules, des voix étouffées. Oh, ces voix! La tristesse de ces voix en ce lieu de nuit, de terreur, de misère et de plaisir. Enfin, nous sommes arrivés. La clé a grincé dans la serrure, la porte a grincé sur ses gonds, et nous voilà dans une petite pièce où il n'y a qu'un fauteuil de reps vert, déchiré et boiteux, et qu'une sorte de lit de camp sur lequel une vieille qui dormait s'est dressée au bruit comme un spectre, et me dévisage de ses yeux ronds, jaunes, étrangement fixes, et pareils à ceux des oiseaux qui veillent dans les bois la nuit. En face de la fenêtre, des linges sèchent sur une corde tendue d'un mur à l'autre. « Je t'avais dit d'enlever ça, » reproche la femme à la vieille, qui fait entendre une sorte de grommellement et retire les linges qu'elle dépose en tas sur le fauteuil. Une porte encore, et c'est la chambre. Et nous sommes seuls. Je demande, « Qui est cette vieille ?»« C'est celle qui me prête la petite, mon chéri. »« Sa mère ? Oh non, je sais pas où elle l'a prise. Je ne l'ai que depuis hier. Elle n'a pas eu de chance, la pauvre femme. Ah, vrai, elle est guère heureuse, elle non plus. Son fils est à la nouvelle. C'était mon amant autrefois. Il a estourbi cet horloger de la rue Blanche. Tu sais bien, cet horloger. Ses filles sont en maison et ne lui donnent rien. Faut bien qu'elle vive aussi, hein, crois-tu? Puis, seulement, elle amène la petite ici parce que chez elle, ah, si tu voyais ça, c'est si pauvre, si pauvre. La chambre est à peine meublée et elle révèle une indicible détresse. Les fenêtres sont sans rideaux, la cheminée sans feu. L'humidité décolle des murs le papier qui, çà et là, retombe par plaques, ainsi que des lambeaux de peau morte. Il fait froid. La femme s'excuse. « C'est que je n'ai pas de bois, ni de charbon. L'hiver est arrivé si vite. Et puis, voilà un mois que les agents sont venus. Ils m'ont emballé, et il n'y a que 3 jours qu'ils m'ont relâché, crois-tu ?» Et elle ajoute. Si seulement j'avais eu 20 francs à leur donner, ils m'auraient laissé tranquille. Ah, les chameaux! Non, la vraie, il y en a qui demandent un bonheur, d'autres veulent de l'argent. Moi, ils me demandent toujours de l'argent. Ça ne devrait pas être permis. Au fond de la pièce, un grand lit s'étale, avec 2 oreillers exaucés sur un traversin. À côté, un autre lit plus petit, où j'aperçois, émergeant des couvertures, un ébouriffement de chevelure blonde, et dans ce blond, une mince figure pâle qui dort. C'est la petite, mon chéri. Mets-toi à ton aise. Je vais la réveiller. Ah, tu vas voir ce qu'elle est vicieuse et adroite. Tu seras bien content, va. Non, non, laisse-la. Ah, tu sais, elle ne va pas avec tout le monde, et elle ne va qu'avec les messieurs qui sont généreux. Non, laisse-la dormir. Comme tu voudras, mon chéri. Elle n'a pas conscience du crime qu'elle me propose, et mon refus l'étonne plutôt. Lorsqu'elle voulait réveiller l'enfant, je l'ai observée. Sa main n'a pas tremblé. Elle n'a pas éprouvé au cœur cette commotion vasculaire qui fait descendre le sang et pâlir le visage.
Je lui demande, et si la police l'a trouvé chez toi? Sais-tu que c'est la cour d'assises? La maison centrale? La femme fait un geste vague et elle dit, ah bien, qu'est-ce que tu veux? Mais devant mon air grave et triste, elle a perdu confiance de nouveau. Elle n'ose point se regarder dans la glace. Elle n'ose point non plus se montrer à moi-même, dans la lueur pauvre du bougeoir. Et l'eau dégoutte sur la cheminée, et elle est venue, près du grand lit, dans la pénombre, où elle s'apprête à se déshabiller. Non, lui dis-je, inutile, je ne veux pas de toi là non plus. Et je lui mets dans la main 2 pièces d'or qu'elle tourne, retourne, soupèse, et qu'elle considère ensuite d'un regard hébété, sans rien dire. Aussi, je n'ai rien à lui dire. Et que lui dirais-je? Lui prêcher le repentir, les beautés de la vertu? Des mots, des mots, des mots. Ce n'est pas elle la coupable. Elle est telle exactement que l'a voulu la société, à l'insatiable appétit de qui il faut, chaque jour, apporter sa large portion d'âmes humaines. Lui parler de haine, de révolte? À quoi bon? Des mots encore. La misère est bien trop lâche. Elle n'a pas la force de brandir un couteau, ni d'agiter une torche sur l'égoïste joie des heureux. Mieux vaut donc que je me taise. D'ailleurs, je ne suis pas venu ici pour pérorer comme un socialiste. L'heure n'est pas aux déclamations vaines, qui ne remédient à rien, et ne font que montrer davantage le vide des actes dans le vide des phrases. Je suis venu pour voir, et j'ai vu. Il ne me reste plus qu'à partir. Bonsoir. L'enfant dort toujours dans son lit, d'imbé de blond. Les possessions d'un pubère ont déjà flétri sa bouche, pourri son haleine, et mis des éraillures au coin de ses yeux fermés. Dans la pièce voisine, j'entends la vieille qui rôde et qui traîne ses savates sur le plancher craquant. La femme a caché ses 2 pièces d'or sous le traversin, et elle me dit tout bas, « La vieille va être furieuse que tu n'aies pas été avec la petite. Donne-lui quelque chose pour qu'elle ne me prenne pas tout ce que tu m'as donné. C'est une méchante vieille, et rose, et rose. Ah, vrai. Et puis attends que je t'éclaire, monsieur. L'escalier est si traître. » Le gamin qui cueillait les cèpes. Vous connaissez Porcelet, Guillaume Adolphe Porcelet, le député millionnaire et socialiste? Petit, trapu, la barbe très noire, le geste violent, c'est un homme redoutable qui fait trembler les bourgeois. Je me souviens d'un grand dîner qu'il donna l'année dernière en son hôtel de l'avenue Hoche pour fêter je ne sais quelle grève. Table resplendissante d'argenteries anciennes et fleurie de fleurs rares. On se serait cru chez un grand seigneur d'autrefois. N'eût été l'allure vulgaire et les éclats de voix canaille qui attestent chez notre amphitryon un muflisme inégalable. Oui, mais au dessert, la réaction n'en mena pas large. Et quelle joie pour les grévistes lointains s'ils avaient pu assister à leur triomphe, car c'était leur triomphe, ne l'oubliez pas. La bouche grasse, les pommettes rouges, les yeux injectés de Bourgogne, Guillaume Adolphe Porcelet célébra la grève, la sainte grève, avec une âpre éloquence. Il parla des exploiteurs de peuple, des affameurs de pauvres, et au lieu des applaudissements frénétiques des convives gorgés de sauce et de vin, et parmi les odeurs de truffes et les fumées de gibier, il s'écria, dans une péroraison sublime, « Quand donc fera-t-on sauter tous les riches ?» Et de toutes parts l'on reprit en chœur, « Oh oui, oui, à pas les riches !» Ce fut très beau. Ce fut plus beau encore après le dîner, lorsque Porcelet nous fit l'historique de ses tapisseries et de ses meubles. Celle-ci avait appartenu à François de Guise, cela venait de la duchesse d'Étampes. C'était la ruine et le sang de tout un peuple, c'était tramé et ouvré avec la chair vive des misérables. Abomination. Ah, les bandits, hurlait-il, s'ils pouvaient revenir, 1 heure seulement, et voir toutes ces défroques royales chez moi, chez Porcelet, chez le prolétaire Porcelet, car enfin, je suis un prolétaire, moi, et je m'en vante. Hein? Croyez-vous qu'ils en feraient un dé? Et en nous les désignant, il avait exhivé les portraits des hommes de guerre et des dames de cour qui ornaient de leurs figures un peu effacées les somptueux panneaux du grand salon. Crapule, assassin, prostituée! Je me souviens encore qu'à un moment, lui tapant sur l'épaule, je lui dis « Et les grévistes, cher Porcelet, les grévistes en l'honneur de qui nous venons de dîner si magnifiquement? Quelle vengeance pour eux s'ils pouvaient te voir de leur bouche et voir tout ça, comme ça leur donnerait du cœur au ventre. Hein, crois-tu? Approuva le Porcelet,
qui de plus en plus s'animait, et dont le rire d'ivrogne subitement lâché creva en hoquet dans un coussin de soie rose. Le hasard d'une promenade à bicyclette m'amena il y a 8 jours dans ces terres. Ça s'appelle le domaine de Rayon, domaine considérable, que notre farouche ami acheta pour rien au vieux marquis de Rayon, ruiné par lui. Porcelet m'a raconté cette histoire assez sinistre qu'il termine invariablement par cette exclamation. « Ah, les nobles, je leur fais voir de quel bois je me chauffe. » Le domaine s'étend sur 4 communes habitées par des bûcherons, terrassiers, ouvriers des champs, qui ne vivent que des miettes parcimonieuses de cette vaste propriété, vie misérable, journée au rabais, ambulant chômage, spectre de fièvre et de famine que l'on voit peu à peu déserter les taudis du village et s'en aller vers des terres plus hospitalières et de moins dure servitude. L'ombre qui maintenant s'allonge du château plus loin, toujours plus loin, est mortelle aux hommes. Quand elle ne les tue pas, elle les chasse. Un bois de 800 hectares entoure de ces profondes masses de verdure le château remis à neuf d'après les plans de Porcelet et selon la plus pure esthétique du XIe siècle. La loge du concierge figure une tour carrée avec une plateforme à créneaux garnie d'échauguettes. Il semble que ces murs percés d'étroites meurtrières dissimulent des troupes d'arquebusiers. Heureusement, la pierre en est trop neuve. Elle ne fait plus peur. Et le portier, au lieu d'être armuré de cuir fauve et casqué de fer, arbore un pacifique uniforme de garçon de banque, ce qui fait rire les passants comme d'un décor d'opérette. Mais le bois est admirable. Grasse et profonde, la terre, du moins, y est bonne aux arbres. J'aurais bien voulu pénétrer dans le bois, marcher sous ces vastes avenues royales que l'on aperçoit de la route, et dont l'ombre ardente et douce me tentait. L'accès en est impossible. Des clôtures hargneuses le gardent. Des montants de fer aux pointes aiguës, reliés par tout un hérissement de ronces artificielles, le défendent mieux qu'un cordon de gendarme. Je me rappelais qu'autrefois tout le monde pouvait se promener dans le bois et se rafraîchir aux sources qui, en maint endroit, jaillissent et bouillonnent. Le vieux marquis tolérait que les pauvres vinssent ramasser les branches mortes. Le dimanche, il permettait aux voisins et aux parents de faire des provisions de morilles, de noisettes, de châtaignes et de champignons. C'était un amusement et aussi une ressource qu'il ne dédaignait point. Ceux qui possédaient des vaches étaient autorisés à faucher les hautes fougères pour la litière de leurs bêtes. Il est vrai que le vieux marquis n'était pas socialiste et qu'il n'éprouvait pas au dessert le besoin de faire sauter les riches avec les bouchons de champagne. Et voilà qu'aujourd'hui défense est faite à quiconque de pénétrer dans le bois, sous peine de procès et de coups de fusil. Les braconniers eux-mêmes ne s'aventurent plus, car ils savent qu'au plus épais des forêts, derrière les arbres géants, il y a toujours en même temps que d'invisibles regards chargés de haine, une arme chargée de plomb braquée sur eux. J'admirais comment Porcelet, au nom des idées modernes et des fraternités sociales, avait changé toutes ces vieilles coutumes, aboli toutes ces patriarcales libertés, et devant les meurtrières approches des clôtures, je me disais « Ah, ce diable de Porcelet, voilà un brave homme, quel apôtre! Les mêle-t-il assez, ce peuple? Les console-t-il assez, ces malheureux? Et quelle belle chose vraiment que le socialisme! » Il est probable que je me fusse longtemps encore attendri ce que je voyais autour de moi, quand tout à coup j'ai aperçu, débouchant d'une route transversale, l'ami Porcelet. Porcelet lui-même, qui, botté, harnaché en guerre, fusil à l'épaule, pistolet et coutelas à la ceinture, marchait pesamment, suivi de 6 gardes armés, lesquels étaient aussi suivis de 6 dogues énormes, portant des colliers à pointe de fer et montrant des gueules terribles. M'ayant reconnu, Porcelet, bruyant et joyeux, vint à moi. « Ah, par exemple, fit-il, voilà de la veine. Comment, toi ici, sur mes terres ?» Et prenant une grosse voix comique qui simulait la fureur, il me demanda « Et de quel droit te trouves-tu sur mes terres, vil manant? Garde, saisissez-vous de cet homme et bleu branchés incontinent au premier arbre de mon avenue. » Les 6 dogues grognèrent. D'un geste menaçant, Porcelet les abaissa, et tout égayé de sa plaisanterie moyenâgeuse. « Sacré farceur, va, fit-il. Puisque tu es sur mes terres, je t'emmène. Et tu viens passer quelques jours chez moi dans mon château, hein ?» J'alléguai toutes sortes d'excuses, d'affaires pressées, et pour détourner la conversation, je lui dis « Mais où vas-tu ainsi, cuirassé comme un cardinal du XVIe siècle, et avec une suite de lansquenets et de bêtes de guerre ?» Instantanément, Porcelet eut une violente colère. « Ah, ne m'en parle pas, hein. C'est à vous dégoûter la campagne et d'user sa vie à faire du bien aux gens. Je me suis entouré ici que de pillards, de voleurs, d'effrontés coquins qui me grugent, me dévorent, jour et nuit. Il faut que je veille, avec ces braves gens, ces braves bêtes sur mon domaine, sans quoi le diable m'emporte, il me déménagerait, je crois, c'est gueux. Ça n'est pas une existence.
Je ne peux plus avoir une minute de tranquillité. Tiens, on vient de m'avertir qu'un méchant gamin de 10 ans a franchi les clôtures là-bas, et qu'il me vole mes cèpes. Eh bien, je vais lui apprendre à ce misérable de quel bois je me chauffe. » Et de geste imposant, il me montra ses arbres, ses gardes, ses dogues. « Un gamin de 10 ans, repris-je. Voyons, mon cher Porcelet, ça n'est pas très dangereux. Et qu'est-ce que cela peut te faire, qu'il cueille des cèpes? Tu ne les mangeras pas tous, je suppose. » « Ce que cela me fait, rugit Porcelet. Mais dis donc, tu es étonnant. Est-ce que ce bois n'est pas mon bois? Est-ce que ces cèpes ne sont pas mes cèpes? Non, mais je t'admire en vérité. Il faudrait peut-être que je nourrisse avec des cèpes un petit pouilleux de sale gosse. Un sale gosse qui n'a même pas, je parie, un morceau de pain à manger. Eh bien, il va voir qui je suis. Je vais lui apprendre de quel bois je chauffe un Guillaume Adolphe Porcelet. Et toi, tu sais, je te retiens. Tu en as de bonnes, je lui demandais. Et une chose que je voudrais bien savoir. Tes électeurs, comment prennent-ils ces façons-là? Qu'est-ce qu'ils pensent de ton socialisme? Porcelet haussa les épaules carrées, et il répondit d'un ton plus sec. Je ne suis pas à la chambre ici, je suis chez moi, je ne fais pas de politique ici, je fais de la culture, ça n'a aucun rapport. Quant aux électeurs, je m'en fous. Est-ce que je ne les paye pas pour me nommer? Tu es donc devenu bête maintenant? Mais il me regardait d'un œil louche et haineux. Alors, dit-il après un silence, c'est bien entendu, tu refuses mon hospitalité, tu refuses de venir passer quelques jours chez moi, dans mon château. Oui, à ton aise, mon vieux, tu es libre. Tout le monde est libre ici. Au revoir. Et se tournant vers ses gardes, il commanda. Et vous autres, à l'avant, il va voir tout à l'heure de quel bois je me chauffe. Il me quitta, traversa la route au pas militaire, ouvrit une barrière fermée par une lourde serrure, puis, suivi de ses 6 gardes, suivi eux-mêmes de leurs 6 dogues, il s'enfonça formidable dans le bois, à la poursuite du gamin qui cueillait des cèpes. La fée Doum Doum. Hier soir, dans un théâtre, j'ai rencontré un officier anglais de mes amis, et il me conta qu'il revenait des Indes. C'est un charmant garçon qui aime beaucoup la France, Paris surtout, et ses femmes, qu'il trouve supérieures à toutes les autres. Je connais, me dit-il, le temple d'Éléphanta. Eh bien, ça n'est rien à côté des Parisiennes. D'autant que les femmes d'Éléphanta sont en bois et que les Parisiennes... Ah non, elles ne sont pas en bois. Et il s'esclaffa de cette plaisanterie, un peu trop grossièrement britannique, il me semble. Puis il me parla de notre théâtre qu'il aime aussi beaucoup. En fort bon terme, il apprécia, comme il sied, les petites Michues et le nouveau jeu qu'il est allé voir 3 fois déjà. Eh bien, dis-je, quand il eut fini avec ses effusions dramatiques, car je ne voulais pas être en reste de politesse avec lui, vous avez eu un vrai succès avec votre bal Doum Doum. Ne m'en parlez pas, fit-il en riant, et modeste, il ajouta. Pourtant, ce n'est rien, c'est tout petit. Figurez-vous une petite chose, comment appelez-vous? Une toute petite noisette, c'est cela. Figurez-vous une toute petite noisette. C'est charmant. Et quel joli nom, mon cher. En effet, approuva l'officier, visiblement flatté. Très poétique. On dirait d'un nom de fée dans une comédie de Shakespeare. La fée Doum Doum. Une fée qui, rieuse, légère et blonde, saute et danse parmi les bruyères et les rayons du soleil. Mais elle est donc, Doum Doum, parfaitement, et elle est donc, et beaucoup plus fée, sautillante et dansante que vous ne le pensez, cette petite Doum Doum, la plus miséricordieuse de toutes les fées, car avec elle, il n'y a plus de blessés. Ah ah! Il n'y a plus que des morts. C'est exquis. Exquis. Qu'est-ce que vous voulez, mon cher? Il faut bien civiliser un peu les gens, même malgré eux. Et puis, n'est-ce pas très vilain, très dégoûtant de rencontrer des invalides avec leurs manches vides de bras, leurs jambes et leurs têtes de bois, et le vieux capitaine qui, le soir, au cercle, vous raconte tout le temps ses 36 blessures. Fini aussi, ce type de vieux raseur. Ah, si vous aviez eu cette balle enchantée pendant la Commune et à Fourmi. Le 1er mai 1891, à Fourmi, petite ville à la frontière franco-belge, la troupe a tiré sur la foule à l'occasion de la manifestation internationale du 1er mai. 10 personnes ont été tuées, dont 2 enfants. L'allusion à cet événement disparaîtra dans la version du Jardin des Supplices. Alors, c'est sérieux? Ce n'est pas une blague. Un conte d'Edgar Poe? Un rêve de Thomas de Quincey? Edgar Poe, 1804-1849, et Thomas de Quincey, 1785-1859, ont été tous les deux traduits par Baudelaire. Écoutez, je l'ai expérimenté moi-même, car je suis un soldat fort ingénieux. J'ai fait placer 12 hindous. Vivants? Naturellement, mon cher. L'empereur d'Allemagne, lui, fait des expériences sur des cadavres. Il est encore imbu de cette vieille théorie romantique, qu'il est des morts qu'il faut qu'on tue. Cela n'a pas de sens commun. Et c'est tout à fait antiscientifique.
Moi j'opère sur des personnes non seulement vivantes, mais d'une constitution robuste et d'une parfaite santé. Au moins comme cela on voit tout ce que l'on fait, où on va. Mille pardons, mon cher, continuez, je vous prie. Donc j'ai fait placer 12 hindous, l'un derrière l'autre, sur une ligne géographiquement droite, et j'ai tiré. Eh bien, cher ami, cette petite balle Doum-Doum a fait merveille. Des 12 hindous, il n'en est pas resté un seul. La balle avait traversé leurs 12 corps qui n'étaient plus que 12 petits tas de chair embouillie et d'os littéralement broyés. All right, c'est admirable. Oui, très admirable. Et songeur, après quelques secondes de silence grave, il poursuivit. Mais je cherche quelque chose de mieux. Je cherche, mon cher, une petite balle qui ne laisserait de ceux qui n'atteint rien, rien, rien. Comment rien, interrompis-je. Ou si peu de choses. À peine un petit tas de cendres, ou même une légère fumée roussâtre, qui se dissiperait tout de suite. Une incinération automatique. Parfaitement. C'est génial. Génial, administratif et humain. Avez-vous songé aux avantages incalculables de cette invention? De la sorte, je supprimerai les chirurgiens d'armée, les infirmiers, les ambulances, les hôpitaux militaires, les pensions aux blessés, etc., etc. Ce serait une économie merveilleuse. Un soulagement pour les budgets des États. Et je ne parle pas de l'hygiène. Quelle conquête pour l'hygiène! Et vous pourriez appeler cette balle la balle Nip-Nip. Très joli, applaudit l'officier qui se mit à rire bruyamment de ce brave et franc rire qu'ont les soldats de tous les pays, de tous les grades. Quand il se fut calmé, par exemple, dit-il, je ne comprends pas pourquoi votre presse nous éreinte. Tous autres Anglais qui avons trouvé ce splendide engin, et pourquoi elle nous traite de sauvages et d'hypocrites. J'admire même que ce soit les plus farouches de vos patriotes, ceux-là même qui crient très haut qu'on ne dépense jamais assez de milliards pour la guerre, qui ne parlent que de tuer et de bombarder, que ce soit ceux-là, je le répète, qui nous vouent à l'exécration des peuples civilisés. Mais sapristi, nous sommes logiques. Avec l'état de barbarie où nous sommes, nous, tous les peuples civilisés. Comment? On admet que les obus soient explosibles, et l'on voudrait que les balles ne le fussent pas. Quelle est donc cette chinoiserie? Nous vivons sous la loi universelle de la guerre. Or, en quoi consiste la guerre? Elle consiste à massacrer le plus d'hommes que l'on peut en le moins de temps possible, pour la rendre de plus en plus meurtrière et expéditive. Il s'agit de trouver des engins de destruction de plus en plus formidables. C'est une question d'humanité, et c'est le progrès moderne. Mais malheureux, objectai-je, et le droit des gens, qu'en faites-vous? L'officier anglais ricana, et levant les bras au ciel. Le droit des gens, répliqua-t-il. Voyons, vous n'êtes pas sérieux. Et c'est vous qui me donnez en ce moment le plus déplorable exemple d'hypocrisie. Le droit des gens. Mais c'est de massacrer les gens en bloc ou en détail, avec des obus ou des balles, peu importe, pourvu que les gens soient dûment massacrés. Cependant, nous ne sommes pas des sauvages, que diable. Mais que sommes-nous donc? Nous sommes, mon cher monsieur, des sauvages pires que les anthropophages de l'Australie, puisque, ayant conscience de notre sauvagerie, nous y persistons. Et puisque c'est par la guerre, c'est-à-dire par le vol, le pillage et le massacre, que nous entendons gouverner, commercer, régler nos différends, venger notre honneur, eh bien, nous n'avons qu'à supporter les inconvénients de cet état de brutalité où nous voulons nous maintenir quand même. Allez-vous demander au tigre de mettre des gants à ses griffes lorsqu'il déchire sa proie? Non, non, pas d'hypocrisie. Nous sommes des brutes. Agissons en brutes. Nous ne sommes pas prêts encore de voir se lever sur nous l'aube blanche de la civilisation et le rayon en soleil de l'amour humain. L'entracte finissait, dans les couloirs, chacun s'empressait de regagner sa place. Je vous quitte, me dit l'officier en me serrant la main. Je vais penser sérieusement à la balle, Nib-Nib. Faites de même. Au revoir. Toute la soirée, je fus hanté de massacres et de destructions. Et la nuit, je vis passer au-dessus des bruyères rouges de sang, blonde et rieuse, la petite fée, Doum-Doum. La vache tachetée. Depuis un an que le malheureux Jacques Errand avait été jeté dans un cachot noir comme une cave. Il n'avait vu âme qui vive, hormis des rats et son gardien, qui ne lui parlaient jamais. Et il ne savait pas, et il ne pouvait pas savoir de quoi il était accusé, et s'il était accusé de quelque chose. Il se disait souvent, c'est curieux qu'on m'ait retiré de la circulation sans me dire pourquoi, et que depuis un an, je sois toujours en quelque sorte suspendu à la terreur d'un procès dont j'ignore la cause. Il faut que j'ai commis, sans m'en douter, un bien grand crime. Mais lequel?
J'ai beau chercher, fouiller ma vie, retourner mes actions dans tous les sens, je ne trouve rien. Il est vrai que je suis un pauvre homme, sans intelligence et sans malice. Ce que je prends pour des actes de vertu, ou simplement pour des actes permis, sont peut-être de très grands crimes. Il se rappelait avoir sauvé un jour un petit enfant qui se noyait dans la rivière. Un autre jour, ayant très faim, il avait donné tout son pain à un misérable se mourait d'inanition sur la route. C'est peut-être cela, se lamentait-il, et peut-être que ce sont là des choses monstrueuses et défendues, car enfin, si je n'avais pas commis de très grands crimes, je ne serais pas depuis un an dans ce cachot. Ce raisonnement le soulageait, parce qu'il apportait un peu de lumière en ses incertitudes, et parce que Jacques Errand était de ceux pour qui la justice et les juges ne peuvent pas se tromper, et font bien tout ce qu'ils font. Et quand il était repris à nouveau de ses angoisses, il se répétait à lui-même « C'est cela, parbleu, c'est cela, ou autre chose que je ne connais pas, car je ne connais rien, ni personne, ni moi-même. Je suis trop pauvre, trop dénué de tout, pour savoir où est le bien, où est le mal. D'ailleurs, un homme aussi pauvre que je suis ne peut faire que le mal. » Une matinée, il s'enhardit jusqu'à interroger son gardien. Ce gardien était bonhomme, malgré son air farouche, et il répondit « Ma foi, je pense qu'on vous aura oublié ici. » Je mis à rire bruyamment, d'un rire qui souleva ses longues moustaches comme un coup de vent soulève les rideaux d'une autre fenêtre entr'ouverte. « J'en ai un, reprit-il, le numéro 814, et il est au cachot depuis 22 ans, comme prévenu. » Le gardien bourra sa pipe méthodiquement, et l'ayant allumé, il continua « Qu'est-ce que vous voulez? Les prisons regorgent de monde en ce moment, et les juges savent plus où donner de la tête. Ils sont débordés. » Jacques Errand demanda « Que se passe-t-il donc? Est-ce qu'il y a une révolution? » Pire qu'une révolution. Il y a des tas d'effrontés, dangereux coquins, qui s'en vont proclamer des vérités par les chemins. On a beau les juger tout de suite, cela, et tout de suite les condamner, il en vient toujours. Et l'on ne sait pas d'où ils sortent. Et lançant une bouffée de fumée, il conclut « Ah, tout cela finira mal, tout cela finira mal. » Le prisonnier eut un scrupule. Moi aussi, questionna-t-il, non sans une terrible angoisse, j'ai peut-être, par les chemins, et sans le savoir, proclamé une vérité. C'est peu probable, répliqua le gardien, hochant la tête, car vous n'avez pas une mauvaise figure. Il se peut que vous soyez un assassin, un faussaire, un voleur, ce qui n'est rien en vérité, ce qui est même une bonne chose. Mais si vous aviez fait tout ce que vous dites, il y a longtemps que vous auriez été jugé et mis à mort. On les condamne donc à mort, ceux qui vont en proclamant des vérités. Tiens, parbleu, il ne manquerait plus qu'on les nommât ministres ou archevêques, ou qu'on leur donnât la croix de la Légion d'honneur. Ah, ça, d'où venez-vous? Un peu rassuré, Jacques Errand murmura « Enfin, pourvu que je n'ai pas proclamé une vérité quelque part, c'est l'essentiel. Et que vous n'ayez pas non plus une vache tachetée, parce que voilà encore une chose qui n'est pas bonne par le temps qui court. » Le gardien parti, Jacques songea. « Il ne faut pas que je sois inquiet. Je n'ai jamais proclamé de vérité, parce que jamais je n'ai eu de vache tachetée. Je suis donc tranquille. » Et ce soir-là, il dormit d'un sommeil calme et heureux. Le 17e jour de la seconde année de sa prévention, Jacques Errand fut extrait de son cachot et conduit entre deux gendarmes dans une grande salle où la lumière l'éblouit au point qu'il manqua défaillir. Cet incident fut déplorable, et le malheureux entendit vaguement quelques personnes murmurer « Ce doit être un bien grand criminel, encore un qui aura proclamé une vérité. Il a plutôt l'air de celui qui possède une vache tachetée. Il faudrait le livrer à la justice du peuple. Regardez comme il est pâle. À mort, à mort, à mort. » Et comme Jacques reprenait ses sens, il entendit un jeune homme qui disait « Pourquoi criez-vous contre lui? Il semble pauvre et malade. » Et Jacques vit des bouches se tordre de fureur, des poings se lever, et le jeune homme, frappé, étouffé, couvert de sang, fut chassé de la salle dans un grand tumulte de meurtre. « À mort! À mort! À mort !» Derrière un immense Christ tout sanglant et devant une table en forme de comptoir, il y avait des hommes assis, des hommes habillés de rouge et qui portaient sur la tête des toques étrangement galonnées d'or. Jacques Errand prononça une voix qui sortait nasillante et fêlée de dessous l'une de ces toques. « Vous êtes accusé de posséder une vache tachetée. Qu'avez-vous donc à répondre ?» Jacques répondit doucement et sans embarras. « Monsieur le juge, comment serait-il possible que je possédasse une vache tachetée ou pas tachetée, n'ayant ni étable pour la loger, ni champ pour la nourrir? Vous déplacez la question, reprocha sévèrement le juge, et par là vous montrez un rare cynisme et une détestable perversité. On ne vous accuse pas de posséder soit une étable, soit un champ, quoiqu'en vérité ce soit là des crimes audacieux et qualifiés.
que par un sentiment d'indulgence excessive, la Cour ne veut pas relever contre vous. Vous êtes accusé seulement de posséder une vache tachetée. Qu'avez-vous à répondre? Hélas, protesta le misérable, je ne possède pas cette vache-là, ni aucune autre vache que ce soit. Je ne possède rien sur la terre. Et je jure, en outre, que jamais, à aucun moment de ma vie, je n'ai de par le monde proclamé une vérité. C'est bien grâce à le juge une voix tellement stridente que Jacques crut entendre se refermer sur lui la porte de la prison éternelle. Votre affaire est claire, et vous pouvez vous asseoir. Vers la nuit, après bien des paroles échangées entre des gens qu'il ne connaissait pas et où sans cesse revenait son nom et la vache tachetée parmi les pires malédictions, Jacques fut condamné à 50 années de bagne pour ce crime irréparable et monstrueux de posséder une vache tachetée qu'il ne possédait pas. La foule, dessus de cette sentence qu'elle trouvait trop douce, hurla « À mort! À mort! À mort !» Elle faillit écharper le pauvre diable que les gendarmes eurent toutes les peines du monde à protéger contre les coups. Parmi les huées, parmi les menaces, il fut reconduit dans sa cellule où le gardien l'attendait. « Ma tête est toute meurtrie, dit Jacques Errand, accablé. Comment se fait-il que moi, qui ne possède quoi que ce soit dans le monde, je possède une vache tachetée sans le savoir ?» On ne sait jamais rien, déclara le gardien, en bourrant sa dernière pipe de la nuit. Vous ne savez pas pourquoi vous avez une vache tachetée? Moi je ne sais pas pourquoi je suis geôlier, la foule ne sait pas pourquoi elle crie à mort, et la terre pourquoi elle tourne. Et il se mit à fumer, silencieusement, sa pipe. Dépopulation. Ce conte fait partie d'une série de 6 articles dans lesquels, à l'automne 1900, Mirbeau entreprend une campagne néo-malthusienne contre le projet de législation nataliste déposé par le sénateur Piot de la Côte d'Or. L'autre jour, j'avais chez moi un ouvrier menuisier qui était venu réparer ma bibliothèque. C'est un homme très intelligent et qui aime à causer. Pendant qu'il travaillait, « Est-ce que vous avez des enfants ?» lui demandai-je. « Non, » me répondit-il durement. Et après une pause, une voix plus douce, « Je n'en ai plus. J'en ai eu 3. Ils sont tous morts. » Il ajouta, en hochant la tête, « Ah, ma foi, quand on voit ce qui se passe, et la peine qu'on a dans la vie, ça vaut peut-être mieux que pour eux qu'ils soient morts, les pauvres petits bougres. Au moins, ils ne souffrent pas. » J'insistais un peu cruellement. « Est-ce qu'il y a longtemps que le dernier est mort ?»« 10 ans, dit-il. Et depuis ?»« Depuis, vous comprenez que ni moi ni ma femme, nous n'en avons voulu d'autres. Ah non, par exemple. » Et je lui expliquai l'admirable mécanisme de la loi Piot, et comme quoi, étant assez mauvais patriote pour n'avoir pas ou n'avoir plus d'enfants vivants, il serait passible d'un impôt s'il arrivait que cette loi fût votée. Et il ne parut pas très étonné, ayant pris l'habitude de considérer la vie en philosophe. « Je m'attends à tout des lois, me dit-il, sans aigreur. Une loi, parbleu, je sais ce que c'est. Je sais que ça n'est jamais pour les autres. Les lois sont toujours faites pour les riches contre les pauvres. Mais tout de même, celle dont vous me parlez, elle est vraiment un peu forte. Car si je n'ai plus d'enfants, c'est de leur faute. » « De leur faute? À qui? » « Mais aux autorités, à l'État, je ne sais pas, moi, à tous les bons hommes qui sont chargés de fabriquer les lois, à tous ceux-là qui sont chargés de les appliquer. C'est bien simple, et ça n'est pas nouveau. L'État, il faut lui rendre cette justice, protège les volailles, les taureaux, les chevaux, les chiens, les cochons, avec une émulation merveilleuse, et une très savante entente du progrès scientifique. On a trouvé, pour ces divers et intéressants animaux, des modes d'élevage, une hygiène parfaite. Sur tout le territoire français, il existe, à ne plus les compter, des sociétés d'amélioration pour les différentes races de bêtes domestiques. Celles-ci ont de belles étables, de belles écuries, de belles volières, de beaux chenils, bien aérés, bien chauffés, et pourvus non seulement du nécessaire, mais d'un grand luxe. On les entretient dans une salubrité constante et rigoureuse, pure de tout germe malfaisant et de contagion morbide, par des lavages quotidiens, par des désinfections rationnelles à l'acide phénique, borique, etc. Moi qui vous parle, j'ai construit des poulaillers qui sont de vrais palais. C'est très bien, je ne suis pas jaloux des soins méticuleux dont on entoure les bêtes. Qu'on les couronne même dans les concours, qu'on les prime, qu'on leur donne des sommes d'argent dans les comices agricoles. Je l'admets. Selon moi, tous les êtres vivants ont droit de la protection, à autant de bonheur qu'on peut leur en procurer. Mais je voudrais que les enfants des hommes, ne fussent pas comme ils le sont, systématiquement écartés de tous ces bienfaits, bestiophiliques. Eh bien, il paraît que c'est impossible. Un enfant, ça ne compte pour rien. Cette vermine humaine peut crever, disparaître, n'importe. On organise même, administrativement, des hécatombes de nouveau-nés.
comme si nous étions menacés d'un dangereux pullulement de l'espèce. Et les dirigeants, les maîtres de cette belle société, qui sont, sinon la cause première du moins, les continuateurs indifférents du mal qu'ils dénoncent, avec un patriotisme si indigné, se plaignent amèrement du nombre sans cesse décroissant des enfants qu'ils empêchent de naître, ou qu'ils tuent sitôt-nés, par les procédés les plus sûrs et les plus rapides. Car le véritable infanticide, c'est cette société si terrible aux filles mères qui ne peuvent nourrir leurs enfants. Il faut la voir, adjurer des familles de proliférer tant et plus, ou bien les menacer de peines fiscales très sévères quand elles s'avisent enfin de rester stériles. Allusion au projet Pio qui prévoyait d'imposer les célibataires et les mariés sans enfants afin de redistribuer une partie des sommes ainsi collectées aux familles de plus de 4 enfants. Ne voulant pas qu'ils sortent d'elles des créatures impitoyablement vouées à la misère et à la mort. Eh bien non, on ne veut plus rien savoir. Il avait dit tout cela sur un ton tranquille, et tandis que, à Califourchon, sur le haut d'une échelle double, il sciait avec méthode et lenteur une planchette de bois. La planchette sciée, il se croisa les bras et me regarda en hochant la tête. « Voyons, monsieur, fit-il, est-ce pas vrai ce que je dis là? Et qu'est-ce qu'ils nous chantent avec leur sacré des populations, quand tous ces beaux farceurs auront fait leur examen de conscience, et qu'ils auront reconnu loyalement que le mal n'est pas en nous, mais dans la constitution même de la société, dans la barbarie, dans l'égoïsme capitaliste, des lois qui ne protègent que les heureux, alors on pourra peut-être causer. D'ici là, nous continuerons à jeter au vent, qui la dessèche, la graine humaine et les germes de vie. Qu'est-ce que cela me fait à moi, la richesse et la gloire d'un pays où je n'ai qu'un droit, celui de crever de misère, d'ignorance et de servitude? Je lui demandai alors pourquoi et comment ces 3 enfants étaient morts. Comme ils meurent tous ou presque tous chez nous, me répondit-il. Ah, cette histoire est courte, et c'est l'histoire de tous mes camarades. De l'une à l'autre, la forme de la misère peut varier quelquefois, mais le fond est le même. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai eu 3 enfants. Tous les 3, ils étaient sains, forts, bien constitués, aptes à vivre une bonne vie, je vous assure. Les 2 premiers, nés à 13 mois de distance, l'un de l'autre, sont partis de la même façon. Chez nous, il est rare que la mère puisse nourrir de son lait sa progéniture. Alimentation mauvaise ou insuffisante, tracas de ménage, travail de surmenage, enfin, vous savez ce que c'est. Les enfants furent mis au biberon. Ils ne tardèrent pas à dépérir. Au bout de 4 mois, ils étaient devenus assez chétifs et malades pour nous inquiéter. Le médecin me dit, « Parbleu, c'est toujours la même chose. Le lait ne vaut rien. Le lait empoisonne vos enfants. » Alors je dis au médecin, « Indiquez-moi où il y a du bon lait, j'irai en acheter. » Mais le médecin secoua la tête et il répondit, « Il n'y a pas de bon lait à Paris. Envoyez votre enfant à la campagne. » Je confiai le gosse à l'assistance publique, laquelle le confia à une nourrice percheronne. 8 jours après, il mourait. Il mourait comme ils meurent tous là-bas, du manque de soins, de la férocité paysanne, de l'ordure. Mon 3e, je le gardai à la maison, il vint très bien. C'est vrai qu'à ce moment, ma femme et moi, nous gagnions de bonnes journées, et que l'argent ne manquait pas. Il était aigre, gros, ne criait jamais. Impossible de voir un enfant plus fort et plus beau. Je ne sais comment il attrapa une maladie des yeux qui régnait dans le quartier en ce temps-là. Le médecin me dit qu'il fallait le mettre à l'hôpital. Il y avait un hôpital spécial à cette maladie-là. Oh, c'est pas les hôpitaux qui manquent. Le petit guérit. Mais le jour où la mère était partie pour le ramener, elle le trouva la mine défaite et se tordant dans d'affreuses coliques. Il avait gagné la diarrhée infantile. On ne le soignait d'ailleurs pas. La mère s'en étonna. Une espèce d'interne qui se trouvait là dit « On ne soigne ici que des maladies des yeux. Si vous voulez qu'on le soigne pour la diarrhée, emmenez-le dans un autre hôpital. » La mère eut beau prier, supplier, menacer, ce fut en vain. Elle prit son pauvre enfant dans ses bras pour le conduire dans un hôpital qu'on lui désigna. Et il passa durant le trajet. Et voilà. Et on vient me dire encore « Faites des enfants, notre Dieu, faites des enfants !» Ah non, je sors d'en prendre. Et haussant les épaules et d'une voix plus forte, ils sont épatants, ces beaux messieurs. Au lieu de chercher des trucs pour augmenter la population, il ferait bien mieux de trouver le moyen d'augmenter le bonheur dans la population. Ouais, mais ça, il s'en fiche. Quand il eut fini son ouvrage, il considéra les volumes rangés sur les rayons de la bibliothèque. Voltaire, fit-il, Diderot, Rousseau, Michelet, Tolstoï, Kropotkin, Anatole France. Oui, tout ça c'est très beau. Mais à quoi ça sert-il? L'idée dort dans les livres. La vérité et le bonheur n'en sortent jamais. Il ramassa ses outils et s'en alla. Triste, triste. Le portefeuille. Un soir tard, après une journée infructueuse, Jean Loqueteux se décida à rentrer chez lui. Chez lui.
Il appelait ainsi un banc qu'il avait choisi dans le square de la place d'Anvers et sur lequel depuis plus d'un mois il dormait, avec la voûte marronnier pour baldaquin. À ce moment précis, il se trouvait sur le boulevard, devant le vaudeville, où la concurrence, de soir en soir, plus nombreuse, son peu d'agilité à se remuer, la malchance aussi, lui avait valu une soirée dérisoire, 2 sous, et encore 2 sous étrangers, qui n'avaient pas cours. Donner 2 mauvais sous à un pauvre bouc comme moi, un millionnaire, ça te fait pas pitié. Il revoyait le monsieur, un beau monsieur, bien hippé, cravate blanche, plastron éblouissant, canne à béquilles d'or. Et Jean Loqueteux haussait les épaules sans haine. Ce qui l'ennuyait le plus, c'était de regagner la place d'Anvers. C'était bien loin, et il tenait à son chez lui, à son banc. Il n'était pas trop mal, après tout, et il était assuré de n'y être pas dérangé, car il connaissait les agents qui avaient fini par le prendre en pitié et le laisser dormir à sa guise. « Sacristi, dit-il, voilà une mauvaise journée. Depuis 3 semaines, je n'en ai pas eu une si mauvaise. Et il en a raison de dire que le commerce ne va plus. C'est la faute aux Anglais, comme on le prétend, sacrés Anglais, que le diable les emporte. » Il se mit en marche, n'ayant pas perdu l'espoir de rencontrer en chemin un monsieur charitable ou un pochard généreux qui lui donnerait 2 sous. 2 vrais sous, avec quoi il pourrait acheter du pain le lendemain matin. 2 sous, 2 vrais sous, ce n'est pourtant pas le Pérou, se disait-il encore tout en marchant lentement, car outre sa fatigue, il avait une hernie qui le faisait souffrir plus que d'ordinaire. Et comme il marchait depuis un quart d'heure, désespérant de rencontrer le monsieur providentiel, il sentit tout à coup sous ses pieds quelque chose de mou. D'abord il pensa que ça pouvait être une ordure, et puis, ensuite, il réfléchit que ça pouvait être quelque chose de bon à manger. Est-ce qu'on sait jamais? Le hasard n'aime guère les pauvres, et il ne leur réserve pas souvent des surprises heureuses. Pourtant, il se souvenait un soir avoir trouvé dans la rue Blanche un gigot de mouton tout frais, un magnifique et énorme gigot, tombé sans doute de la voiture d'un boucher. Ce qu'il avait sous ses pieds à cette heure, ce n'était pas bien sûr un gigot, c'était peut-être une côtelette, un morceau de foie, un cœur de veau. Ma foi, se dit-il, faut voir ça tout de même. Et il se baissa pour ramasser l'objet qu'il tenait sous ses pieds. Hein, fit-il, quand il eut touché, c'est pas des choses qui se mangent. Je suis volé. La rue était déserte, nul sergent faisant sa ronde, et il s'approcha d'un bec de gaz pour se rendre compte de ce qu'il avait dans la main. Ah bien, par exemple, ça c'est plus fort, murmura-t-il tout haut. C'était un portefeuille de maroquin noir avec des coins d'argent. Jean Loqueteux l'ouvrit en examinant l'intérieur, 10 billets de 1000 francs, attachés par une épingle. Ça, par exemple, répétait-il, et, dodelinant de la tête, il ajoutait « Quand je pense qu'il y a des gens qui ont des portefeuilles comme ça dans leur poche, et dans leur portefeuille, des 1000 francs, des 10 000 francs. Ça ne fait pas pitié. » Il fouilla les autres compartiments du portefeuille, il n'y avait rien. Pas une carte, pas une photographie, pas une lettre, pas un indice, par où l'on put connaître le propriétaire de cette fortune qu'il avait là, dans la main. Et refermant le portefeuille, il se dit « Eh bien, merci, va falloir que je porte ça au commissaire de police. Ça va me déranger de ma route. Je suis déjà bien fatigué. Non, vraiment, je n'ai pas de chance ce soir. » La rue était de plus en plus déserte. Nul passant ne passait, nul sergent faisait sa ronde. Jean Loqueteux rebroussa le chemin et se rendit au commissariat de police le plus prochain. Jean Loqueteux eut beaucoup de peine à pénétrer jusqu'au magistrat. Ses vêtements en loques, la peau décharnée, cendreuse de son visage, firent qu'on le prit, tout d'abord, pour un malfaiteur. Et peu s'en fallut qu'on ne le se ruât sur lui et qu'on ne le bouclât au poste. Mais à force de douceur, d'insistance tranquille, il obtint enfin la faveur d'être introduit dans le bureau de monsieur le commissaire de police. « Monsieur le commissaire de police, salua Jean Loqueteux, je vous apporte une chose que j'ai trouvée sous mon pied tout à l'heure dans la rue. »« Qu'est-ce que c'est ?»« C'est ça, monsieur le commissaire, répondit le pauvre R, en tendant du bout de ses doigts osseux le portefeuille. Bien, bien. Et naturellement, il n'y a rien dans ce portefeuille. Voyez vous-même, monsieur le commissaire. Celui-ci ouvrit le portefeuille, sortit la liasse des billets, les compta, et les yeux tout ronds de surprise. Mais dites donc, mais dites donc, s'écria-t-il, il y a 10 000 francs.
Mais sapristi, c'est une somme énorme. Une somme énorme. Nom d'un chien. Jean Loqueteux restait très calme. Il prononça. Quand je pense qu'il y a des gens qui ont des 10 000 francs dans leur portefeuille, ça fait pitié. Le commissaire ne cessait de considérer le vagabond avec une expression dans les yeux, une expression bizarre, où il y avait plus d'étonnement encore que d'admiration. Et c'est vous qui avez trouvé ça? Mais sapristi, vous êtes un honnête homme, un brave homme. Vous êtes un héros. Et il n'y a pas à dire, vous êtes un héros. Oh, monsieur le commissaire. Un héros? Je demandais 10 points. Car enfin, vous auriez pu... Enfin, mon brave homme, vous êtes un héros, quoi. C'est un acte splendide que vous faites là. Un acte héroïque. Je ne trouve pas d'autre mot. Vous méritez le prix Montillon. Comment vous appelez-vous? Jean Loqueteux, monsieur le commissaire. Le commissaire leva vers le plafond enfumé de son bureau 2 bras, attestateur. Et il s'appelle Jean Loqueteux. C'est admirable. C'est à mettre dans un livre. Votre profession? Hélas, répondit le mendiant, je n'ai aucune profession. Comment, pas de profession? Vous vivez de vos rentes? De la charité publique, monsieur le commissaire. Et vraiment, puis-je dire que j'en vis? Ah, diable, je crains bien que les choses se gâtent un peu. Ah, diable, ici le commissaire esquissa une grimace et d'une voix moins enthousiaste. Enfin, vous êtes un mendiant. Dame, monsieur le commissaire... Oui. Le commissaire était devenu grave, après un petit silence. Votre domicile? Interrogea-t-il à nouveau. Jean Loqueteux répondit, découragé. Comment voulez-vous que j'aie un domicile? Vous n'avez pas de domicile? Hélas, non. Vous n'avez pas de domicile? Vous voulez rire, mon brave homme? Mais je vous assure que non. Mais vous êtes forcé d'avoir un domicile, forcé par la loi. Et par la misère, je suis forcé de n'en pas avoir. Je n'ai pas de travail, je n'ai aucune ressource, et quand je tends la main, on me donne des sous étrangers. Par surcroît, je suis vieux et malade. J'ai une hernie. Une hernie c'est très bien. Là n'est pas la question. Vous avez une hernie, mais vous n'avez pas de domicile. Vous êtes en état de vagabondage. Vous êtes tout simplement passible du délit de vagabondage. Un héros, c'est évident. Vous êtes un héros. Vous êtes aussi un vagabond. Mais et s'il n'y a pas de loi pour les héros, il y en a contre les vagabonds. Je suis forcé d'appliquer la loi. Moi, cela me gêne, cela m'ennuie, parce que ce que vous avez fait, c'est très bien. Et que voulez-vous? La loi est la loi. Il faut que force reste à la loi. Diable, de sacré bonhomme. Quelle idée! Quelle idée aussi! Pendant qu'il parlait, il faisait sauter dans sa main le portefeuille. Et il continuait. Voilà ce portefeuille. D'accord, à votre place et dans votre situation, il n'y en a peut-être pas beaucoup qui l'eussent rapporté. J'en conviens. Je ne veux pas prétendre que vous avez été... Non, je ne veux pas prétendre que vous ayez été un imbécile de le rapporter, ce portefeuille. Non, au contraire, votre action est fort méritoire. Elle est digne d'une récompense, que je ne juge pas inférieure à 100 sous. Vous l'aurez sans doute, dès que nous aurons retrouvé, si nous ne le retrouverons jamais, la personne à qui appartient ce portefeuille et les 10 billets de 1000 francs qu'il contient. Oui, mais il ne s'ensuit pas pour cela que vous ayez un domicile. Et tout est là, Jean Loqueteux. Comprenez-moi bien, il n'existe pas dans le code ni ailleurs un article de loi qui vous oblige à retrouver dans la rue des portefeuilles garnis de billets de banque. Il y en a au contraire un qui vous force à avoir un domicile. Ah, vous eussiez mieux fait, je vous assure, de trouver un domicile plutôt que ce portefeuille. Alors, demanda Jean Loqueteux. Alors, répondit le commissaire, voilà, vous allez coucher au poste cette nuit, et demain je vous enverrai au dépôt. Et il sonna. 2 sergents se présentèrent. Le magistrat fit un geste, et tandis qu'ils emmenaient Jean Loqueteux, celui-ci gémissait. Ça, par exemple, vraiment, je n'ai pas de chance aujourd'hui. Dans la version des 21 jours de Neurasthénique, Mirbeau ajoutait « Ces sacrés bourgeois, je vous demande un peu. Est-ce qu'il ne ferait pas mieux de garder leur portefeuille dans leur poche? Ça fait pitié. » Il est sourd. J'ai revu ma voisine et maintenant je la vois presque tous les jours.
Décidément, elle est encore plus charmante et meilleure que je ne le pensais lors de notre première entrevue. Extrêmement gaie, nullement prude, comme les femmes honnêtes foncièrement, d'une intelligence très vive et très souple, d'un esprit très libre, affranchi de tous les préjugés, de toutes les superstitions qui déshonorent habituellement le cerveau de la femme, d'une spontanéité de sensations remarquables, amoureuses de la vie, sous toutes ses formes, même les plus décriées, philosophes et artistes. J'ai rarement, ou plutôt je n'ai pas encore rencontré un être humain, surtout un être de son sexe, avec qui l'on se sentit si vite, si complètement en confiance, avec qui l'on se trouva tout de suite de plein pied. J'ai beau l'observer, car je ne voudrais pas être dupe d'elle et de moi. Il me semble bien qu'elle n'a aucune de ces petites traîtrises, des coquetteries basses, des sentimentalités absurdes de la femme. Véritablement, je crois qu'elle possède un cœur robuste, simple, loyal et fidèle, comme un homme. Son amour des bêtes, qui chez beaucoup de femmes vous dégoûterait et des femmes et des bêtes, est un amour raisonné, presque scientifique, et il n'est pas du tout anthropomorphe. Il fait partie à son plan de ce culte général, mais parfaitement individualiste, par quoi elle aime, par quoi elle célèbre toute la vie. Il faut se défier des impressions qui nous viennent des femmes, surtout quand elles sont jolies, comme l'est ma jolie voisine. Nous les jugeons ordinairement avec notre désir de mâle qui se plaît à les surnaturaliser, à leur attribuer toutes sortes de qualités supérieures, qu'en réalité non point, ce qui est stupide et inharmonieux, car elles en ont d'autres, qui devraient pleinement nous suffire. Dans l'amitié qui pousse un homme vers une femme, il y a toujours autre chose que de l'amitié pure. La nature qui sait ce qu'elle fait et qui n'a de souci que de vie, de toujours plus de vie, a voulu que nous fussions bêtes devant la femme, comme une dévote devant un dieu de miracles, et que, en dépit de nous-mêmes, nous nous destinions à être des dupes éternels de ce besoin obscur et farouche de création qui gonfle et mêle à travers l'univers toutes les germes, toutes les vivantes cellules de la matière animée. Et même, à ce propos, je voudrais bien savoir quelle conception ma voisine se fait de l'amour, si elle répudie toutes les folies mystiques, toutes les sottises et tous les crimes sentimentaux, par quoi les religions, les poésies, les littératures, de tout temps et de tous les pays, ont dégradé et sali ce grand acte joyeux et terrible de la vie. Je n'ai pas encore osé lui poser à ce sujet la moindre question. J'ai craint une désillusion, d'abord, et ensuite qu'elle ne vît là une ruse sournoise du désir, un moyen détourné de galanterie grossière, et j'ambitionne que nos relations soient pures de tout mensonge, de toutes vulgaires actions. Naturellement, comme il faut bien se connaître, je lui raconte mes histoires. Elle me dit les siennes, sans réticence, du moins j'aime à le penser. Aujourd'hui, elle m'a parlé de son enfance et de sa première jeunesse. Elle a été élevée en un couvent du Sacré-Cœur, dans une ville morte et silencieuse de la province normande. Chose curieuse et rare, cette éducation oppressive n'a jamais rien pu contre la franchise et la sincérité de sa nature. Elle affirme même, quand elle est sortie du couvent, plus irrespectueuse, moins croyante qu'elle n'y était entrée. D'ailleurs, elle ne tire de ce phénomène aucune vanité en faveur de son intelligence. La gaieté, son inaltérable gaieté, avec ce qu'elle comporte d'insouciance dans le présent et d'espoir dans l'avenir, a tout fait. Cette gaieté joyeuse et forte fut l'antiseptique qui la préserva de tous les mensonges avec lesquels on pétrit dans ces maisons-là l'âme des jeunes filles. L'année qui suivit sa sortie du couvent, il lui arriva de grands malheurs. Ses parents perdirent leur fortune et elle perdit, peu après, ses parents. Habituée au luxe et à l'affection, elle se trouva tout d'un coup seule et sans ressources. Désormais, il lui fallait travailler pour vivre. Cette perspective, elle l'envisagea sans terreur, car elle pouvait utiliser quantité de petits agréments, de petits talents où elle excellait. La broderie, la couture, la peinture, la musique, et qui l'empêcherait de donner aux autres des leçons de n'importe quoi, d'histoire ou de danse, d'anglais ou de tapisserie. Après avoir vainement cherché çà et là un peu de travail chez d'anciens amis, de sa famille, à Paris, dans les magasins, elle résolut de s'adresser aux bonnes sœurs, aux 6 bonnes sœurs qu'il avait élevées. Elles connaissent tant de monde, se disait-elle, elles ont une clientèle si étendue et si riche, de si puissantes influences partout, qu'elles me trouveront immédiatement ce que je cherche.
ce qu'il me faut. C'est évident. Sur la recommandation de son ancienne préfète des études, elle se présenta un matin au Sacré-Cœur de la rue de Varennes, certaine du succès et prête à accepter n'importe quel joli et honnête travail qu'on lui proposerait. Et voici la scène que ma voisine raconte et mime avec un esprit malicieux et souriant. Elle arrive au couvent, une religieuse, pas trop vieille, pas trop laide, très aimable de manière, très onctueuse de gestes. La figure molle et grasse, les lèvres humides de saintes paroles, la reçoit avec empressement, avec effusion même. « Cette chère enfant, lui dit-elle quand la jeune fille eut terminé son récit, mais c'est une joie, mais c'est un devoir pour nous de vous soutenir, de vous défendre, de vous sauver. » Elle lui prend les mains, les caresse, les tripote dans ses mains potelées et un peu moites. « Pauvre cher cœur, il y a tant d'embûches dans le monde quand on n'est pas riche. Le diable guette si habilement sous toutes les formes de la tentation et du péché, l'âme ignorante et candide d'une jeune fille. Mais nous sommes là, heureusement. » Et sans entrer dans des détails plus précis, elle s'informe. « Avez-vous un directeur? Êtes-vous enfant de Marie? Pratiquez-vous bien vos devoirs religieux ?» Ma voisine ruse, elle eut toutes ces questions qui la gênent et qui vont se multipliant, et s'enhardissant jusqu'à violer sa pudeur intime. Alors la bonne mère hoche la tête, très triste et soupire. Sa voix se fait moins douce, ses lèvres se dessèchent. « Ah, dit-elle, je vois que vous avez oublié la Sainte Vierge, mon enfant, et le divin cœur de Jésus. C'est très fâcheux, vous comprenez. Dans ces conditions, cela devient difficile, plus difficile, car nous avons devant Dieu des responsabilités. Voyons, avez-vous entendu le dernier sermon du révérend Père du Lac? Le Père du Lac était maître d'études au collège Saint-François-Xavier à Vannes quand Mirbeau y était élève. Confère souvenir, l'Aurore, 22 août 1898. Confesseur de Cavaignac, du comte de Meun et du général de Guadef, le Père du Lac a été l'un des piliers de l'anti-dreyfusisme. « Hélas non, ma mère !»« Non !» s'écrie la religieuse scandalisée, qui joint ses deux mains comme pour une prière d'exorciste. « Mais c'est très mal, très mal. Et quel dommage pour vous. Le Père a été si éloquent, si admirable. Il a prouvé d'une manière si claire qu'il vaut mieux mourir de faim plutôt que de commettre un péché mortel. Ah, comme je souffre que n'ayez pas entendu ce magnifique sermon. » Incapable de tenir plus longtemps son sérieux, la jeune fille demanda ironiquement « Est-ce qu'il était à jeun, cet admirable père, quand il a dit qu'il valait mieux mourir de faim ?» Le visage de la chère mère prend une expression sévère, et repoussant les mains qu'elle caressait, elle se lève toute droite, un pli au front. « Vous êtes bien gai, grince-t-elle, pour une personne dans votre position. » Puis glacialement « Enfin, je verrai, je réfléchirai. Nous prierons pour vous. Revenez dans une semaine. » Et elle a congédié. Ma voisine n'était pas très fière de cet accueil. Mais une fois dans la rue, parmi le mouvement et la vie, elle oublie l'inutilité de sa démarche. Et ce que cela va lui valoir de surcroît de misère. Et elle se met à rire si longtemps et si fort que les passants se retournent et pensent sans doute qu'elle est folle. Le travail ne venant toujours pas, elle retourne la semaine écoulée au couvent. La mère lui dit « Je n'ai rien, nous n'avons rien, allez voir le révérend Père X. Et il connaît beaucoup de monde. Et il est si bon confessionnal. » La jeune fille fait la grimace. Elle est venue chercher du travail, pas un confesseur. Pourtant, elle se décide à descendre au parloir et compte sa petite affaire au révérend Père X. « Ah ah !» lui dit cet homme pieux, « c'est fort touchant. Mais la peinture, mon enfant, voilà une chose bien aléatoire. Quant à la broderie, je n'ai pas ça, non, en vérité, je n'ai pas ça. Mais par exemple, peut-être pourrais-je vous trouver un mari, un bon mari, assez riche et très pieux et bien pensant. » Elle remercie le jésuite et déclare qu'elle ne veut tenir un mari que d'elle-même. Et comme il la reconduit, « Vous avez tort, mon enfant, absolument tort. Vous êtes une jolie personne, et un mari, c'est toujours un mari. » Et les jours passent. Elle n'a pas de commande de peinture, ni de broderies à faire, ni de copies, ni de leçons, ni rien. Ses derniers sous s'épuisent. Elle a du vent ce qui lui restait de petits bijoux. Va-t-elle donc en être réduite à la mendicité? Mais sa gaieté la soutient, toujours. Sa gaieté dissipe toutes les terribles images, tous les cauchemars de la détresse. Rentrée dans sa chambre d'hôtel meublé, elle chante pour ne pas écouter les voix du malheur qui lui disent
dans quelques jours tu seras morte de faim. Et puis elle calcule en soi-même. Si tout le monde me repousse, je suis jeune, je suis jolie, j'ai un ardent besoin de vivre. Je me vendrai comme j'ai vendu mes bijoux. Tant pis pour les bonnes sœurs et les si bons pères jésuites, qui l'auront ainsi voulu. Pourtant, une troisième fois, elle retourne au couvent. La Sainte Mère lui offre généreusement un scapulaire, quantité de médailles bénites et un chapelet. Un chapelet si commode, si petit, qu'on peut très facilement s'en servir en omnibus. Et cette troisième visite, suivie d'une quatrième, laquelle fut illustrée de la conversation suivante. Comme vous êtes pâle, cher enfant, c'est que j'ai grand faim, ma mère. Je suis sûr que vous n'avez pas fait vos devoirs religieux ces jours-ci. Hélas non, ma mère. Eh bien, tenez, cela tombe à merveille, mon enfant. Vous m'avez trouvé une position, ma mère. Il y a justement ici, mon enfant, un bon père dominicain, un si bon père dominicain. Je vais lui demander de vous entendre. J'aimerais mieux un travail, ma mère, si peu de travail que ce soit. Sans doute, sans doute. Mais profitez de l'occasion. Elle ne se retrouvera peut-être plus jamais. C'est un si bon père dominicain. Et puis, vous pourrez tout lui dire. Tout. Il est sourd. Et ma jolie voisine termine ainsi son récit. Vous pensez que je ne retournerai jamais plus dans ce maudit couvent. 2 ans après, j'étais marié. Or, le jour de mon mariage, j'ai reçu de la révérende mère une lettre qui commençait ainsi. Ma chère petite protégée. Et longtemps, elle rit, comme chante un oiseau sous les branches. Après 1789. Il y a quelques années, j'étais allé me reposer en Bretagne. J'avais loué sur la route dorée une vieille propriété entourée de vieux jardins et de vieux bois de chêne, et dans la maison, très vieille également, une maison de chouans, farouche et compliquée, dominait les rivières dorées de Baden et de Saint-Avoie. C'était un endroit merveilleux, d'une tristesse grandiose, infinie. De la plus haute terrasse du jardin, on apercevait, par-delà les landes onduleuses, les circuits des rivières marines et les bouquets de bois. Une bande de mer grise sur laquelle se dessinait très vague et très bleu le village de Locmariaquer, pittoresquement groupé autour de son clocher. Une petite ferme indiciblement sale, presque en ruine, comprenant seulement quelques mauvaises pâtures, de maigres champs à peine défrichés et beaucoup de landes, attenait à la propriété séparée d'elle par un rideau de pins. Elle était cultivée, sans courage et sans joie, par un pauvre homme nommé Jules Kerianek, resté veuf, avec une fille de 18 ans, un garçon de 14 et 2 autres trop petits pour l'aider, en quoi que ce soit, même pour garder les vaches. C'était une espèce de bête humaine, de bonne bête humaine, très douce et très triste, à la démarche lente, aux mufles ravagés par le besoin, et dont les yeux étaient toujours brillants de fièvre. Il m'avait vu m'installer au château, sans plaisir, mais aussi sans hostilité. Il était réellement misérable, de corps et d'âme, et tellement habitué à sa double misère que même la venue d'un étranger près de lui n'avait excité en son âme aucun sentiment de curiosité. Il semblait que tout lui fût indifférent. Pourtant, au bout de quelques semaines, comme j'avais pris avec lui certains arrangements pour qu'il me fournît le beurre, des œufs, de la volaille et qu'il me fît de menus travaux que je rétribuais grassement, il s'était peu à peu habitué à moi, et même il n'avait pas tardé à me manifester quelque confiance. Un matin, le curé de la paroisse voisine, suivi de son vicaire, lequel était suivi du sacristain, derrière lequel venaient 2 chantres de l'église, pénétra chez moi avec fracas. Ces 5 personnages portaient les uns de grands paniers, les autres des sacs de toile vides. Sans autre préambule de politesse qu'un froid salut, le curé me dit sèchement, impérieusement, « Nous venons pour la dîme. »« Quelle dîme ?» interrogeai-je. « La dîme de Pâques, donc. » Et tandis que les acolytes posaient à terre paniers et sacs, il expliqua, en termes brefs, rapides, « Vous me devez 3 mesures de blé, 4 d'orge et de sarrasin, 2 sacs de pommes de terre, 20 livres de beurre, 1 chevreau et 4 lapins. »« Est-ce tout ?» demandai-je, très calmement. Sans compter, ajouta le curé, 1000 autres choses dont ce n'est pas encore la saison, telles que mûris, cerises, pommes et noix, légumes frais, volailles grasses, cidre, et en outre, j'arrêtai là l'énumération. Monsieur le curé, lui dis-je, chacun entend la charité à sa façon.
et je crains bien que la vôtre ne soit pas la mienne. D'ailleurs, j'ai soin, quand je donne, que ce soit à de vrais pauvres et non point à des personnes fort bien nourries, matelassées de graisse, comme vous l'êtes. J'ai l'honneur de vous saluer. » Il insista grossièrement, et je le priai de se taire. Il devint insolent. Je fus obligé de le mettre à la porte, un peu plus brutalement que je n'eusse voulu. Enfin, il partit en maugréant et proférant des menaces injurieuses et dérisoires. Vers le milieu de la journée, je songeai tout à coup que ce damné curé et ses 4 acolytes avaient dû passer par la ferme. Je m'y rendis aussitôt, et je trouvai le pauvre Kérianek affalé dans un coin, la tête dans les mains, et triste, triste. « Eh bien, Kérianek, lui dis-je, et la dîme ?»« Ah, monsieur, ne m'en parlez pas, répondit le paysan, en secouant la tête. « Monsieur le recteur est venu. »« Je n'étais pas en règle, dame, vous pensez, après une aussi mauvaise saison. Il n'était pas content, monsieur le recteur. Et il m'en a dit. Enfin, il m'a laissé 8 jours pour m'acquitter. » Je m'assis près de lui sur une sorte d'escabeau et lui frappant amicalement les genoux. « Pourquoi lui donnez-vous ?»« Ne lui donnez rien. »« Ne pas donner à monsieur le recteur » s'écria Kérianek en levant ses bras dans un geste lourd d'épouvante. « Ah, notre Jésus, mais si je ne lui donnais rien, il m'arriverait les plus grands malheurs. »« Mais quel malheur, voyons. Mais je serais changé en crabe, en raie, en pitorne. »« Non, non, c'est impossible. Monsieur le recteur a des pouvoirs comme le diable. » Les 2 petits se mirent à jeun dans un angle de la pièce où je ne les avais pas encore aperçus, tant ils étaient pareils à 2 petits tas d'ordures. Je tentais d'expliquer à Kérianek non seulement que c'était stupide de se dépouiller, lui si pauvre, en faveur d'un homme qui n'avait besoin de rien et vivait dans l'abondance de tout, que c'était un crime envers lui-même, envers sa famille. Regardez-les, vos petits, comme ils sont chétifs, comme ils souffrent de n'avoir pas le nécessaire. Donnez au curé. C'est absolument comme si vous ouvriez les veines de vos enfants et que vous laissiez s'écouter tout leur sang. Et pourquoi? Voyons, réfléchissez, Kérianek, pourquoi? À chaque argument, il m'arrêtait, secouait la tête et gémissait. « Non, 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 c'est impossible, c'est le bon Dieu qui veut ça. » Et d'un ton plus bas, les yeux tout brouillés d'effroi, il ajoutait « Oui, oui, le bon Dieu d'abord. Et puis je vous dis que monsieur le recteur est terrible et qu'il a des pouvoirs comme le diable. » « Mais le diable n'existe pas, mon pauvre Kérianek. » J'avais prononcé ces paroles sur un ton d'impatience. Alors le paysan me regarda un moment, sans parler. On eût dit que je venais de prononcer un abominable blasphème. Et tout tremblant, avec des gestes de supplication, éperdu. « Ne dites pas ça, monsieur, » cria-t-il. « Ne dites pas ça. Le diable n'existe pas. Mais, monsieur, je l'ai vu, moi, le diable. Je l'ai vu plus de 1000 fois. Je l'ai vu sur l'étang, je l'ai vu dans les bois, je l'ai vu sur la grève, je l'ai vu sur les routes, le soir, caché derrière les trognes de chêne, et toutes les nuits, je le vois quand je dors. Il a des cornes rouges, des yeux comme de la braise et des harpons de fer à tous les doigts. Le diable? Mais s'il n'existait pas, est-ce que nous aurions besoin des prêtres? » Et après quelques minutes d'un silence accablé, « Non, non, il faut que je donne à monsieur le recteur, il faut que je donne tout ce qu'il demande. Quand même, les petits et moi, nous devrions crever de misère, comme de pauvres chiens. » Et il était fort agité, un peu haletant, et ses yeux brillaient davantage, comme sous une poussée plus forte de fièvre. Il dit d'un ton plus bas. Sans ça, bien sûr que je ne lui donnerais rien. Je ne voulus pas ce jour-là parler davantage de ces choses. Le lendemain matin, je le trouvai au moment où il sortait de la ferme. Il avait à réparer, au bout du grand pré, une brèche dans la haie. Il prit sous le hangar une longue harte et sa serpe. « Voulez-vous que je vous accompagne, Kérianek ?»« Bien sûr, monsieur. » Il marchait lentement, le dos courbé, les jambes lourdes, les yeux sans cesse fixés sur le sol. Nous ne parlions pas. Le jour était triste. Une sorte de brume grisâtre enveloppait au loin la bande de mer et le village de Lokmariaker, devenu invisible. Comme nous arrivions au pré qu'il avait mis à terre ses outils. « Eh bien, Kérianek, avez-vous réfléchi ?»« À quoi, monsieur ?»« À la dîme, donc. » Il eut un geste d'impatience douloureuse. « Ne parlez pas de ça, ne parlez pas de ça !» Et avec des grimaces de peur, il ajouta. « Tenez, il y a 2 ans, Jean Kerlot avait refusé la dîme. Eh bien, il a été changé en crapaud. Aussi vrai que je vous le dis, monsieur. Et puis, il a été écrasé un soir sous une charrette. Tout le monde ici vous racontera cette histoire-là. » Il se signa comme pour éloigner de lui un maléfice diabolique et ne voulut plus dire un mot.
Je continuai ma promenade vers les étangs. De toute la semaine, je ne le revis plus. Dès qu'il m'apercevait, il me fuyait. Ma vue et mes paroles lui étaient une torture. Je pris le parti de le laisser tranquille. La veille du jour où le curé devait venir chez lui, réclamer son dû, il me fit demander le soir à 8 heures. Il était extrêmement pâle, et il tremblait. C'est demain, bégaya-t-il. Et je n'ai rien. Comme je me taisais, j'ai voulu vendre mes 2 vaches, mais elles sont si maigres que personne n'a voulu les acheter. Je n'ai rien de rien. Tout honteux, il détourna la tête et il me dit, avec quelque tremblement dans la voix, « Si vous vouliez m'avancer quelque argent, bien sûr que je m'arrangerais avec monsieur le recteur, et qu'il me donnerait un peu de temps. Pour le reste... » « Non, Kériadec, lui dis-je, je ne puis faire cela. Pour vous, pour les vôtres, je suis prêt à vous donner tout ce que vous me demanderez. Mais pour le curé qui vous dépouille et qui vous vole, non, je refuse absolument. »« Faites excuse, monsieur, gémit le paysan. Et il s'en alla. Il trébuchait contre la bordure de l'allée, ainsi qu'un homme ivre. J'eus le cœur serré, mais pourtant, je le laissai partir. Le lendemain matin, quand le curé, suivi de ses 4 acolytes, pénétra dans la ferme, il vit le corps de Kériadec qui se balançait au bout d'une harte accrochée au cou d'une solive, dans le hangar. Sans doute qu'il ne se rendit pas compte tout de suite de la catastrophe, car il interpella durement le paysan. « Eh bien, Kériadec, qu'est-ce que tu fais là, imbécile ?» Mais quand il aperçut sa face noire et boursouflée, « Cochon !» hurla-t-il. « Hérétique ! Chien ! En enfer ! En enfer !» Tandis que la fille, le garçon et les 2 petits regardaient le cadavre de leur père sans une larme, sans un cri, hébétés.